Aujourd'hui, c'est le mot antisémitisme qui est sur la sellette. Selon la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, l'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs, leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. En France, le terme d'antisémitisme est utilisé pour la première fois en 1890 dans le journal des frères Goncourt. Oui, les créateurs du fameux prix littéraire. C'est un journaliste allemand qui avait inventé ce mot quelques années auparavant pour donner à la haine du juif un fondement pseudo-scientifique basé sur le concept de race. Sémite désignant depuis 1845 les peuples parlant l'hébreu, l'araméen ou l'arabe. L'antisémitisme racial va prévaloir au début du XXe siècle en s'appuyant sur une prétendue infériorité des Juifs aux Ariens. Dans l'histoire, le premier rejet des Juifs fut d'abord religieux. C'est l'anti-judaïsme. L'histoire du génocide juif est inséparable du cheminement de l'anti-judaïsme. Si la haine des Juifs a atteint son paroxysme avec le nazisme, qui mena aux horreurs de la Shoah et ses 6 millions de morts, la tradition d'anti-judaïsme est bien plus ancienne et trouve sa source dans le catholicisme. L'Église catholique associa les Juifs à l'image d'un peuple responsable de la mort du Christ, justifiant ainsi des siècles de persécutions religieuses. Au début du XIIIe siècle, le pape Innocent III va imposer un signe distinctif aux Juifs, la rouelle, pièce de tissu jaune. Les Juifs sont rançonnés, humiliés, ghettoisés, sujets à des accusations récurrentes. De nombreuses professions leur seront même interdites tout au long de l'histoire, tandis que d'autres leur seront réservées, comme celle relative au prêt d'argent, ce qui participera à entretenir certains préjugés et théories du complot encore tenaces. Aujourd'hui, alors que les actes antisémites continuent de croître, une question qui n'est pas anodine encombre le débat. Peut-on critiquer la politique d'Israël sans être taxé d'antisémite ? La réponse est oui. Doivent pouvoir être exprimées librement, y compris dans un contexte politique sensible, tel que le conflit israélo-palestinien, des opinions contraires à la politique menée par Israël. Critiquer Israël comme on critiquerait tout autre État ne peut pas être considéré comme de l'antisémitisme. Par contre, la discrimination raciale, l'incitation à la haine, la négation de l'existence de l'État d'Israël tombe évidemment dans le registre de l'antisémitisme. Aujourd'hui, mon invité est M. Patrick Gluckman. M. Gluckman est avocat au barreau de Paris. Il fut également adjoint à la mairie de Paris, chargé des relations internationales et de la francophonie. Il s'est notamment illustré en défendant les partis civils lors des procès des attentats commis par Mohamed Merah contre l'école juive d'Ozar HaTorah en 2012 et celui commis contre l'Hyper-Cacher en 2015. Bonjour Patrick Gluckman. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Beurre FM. Un sondage Ipsos de 2021 montrait que pour 21% des personnes interrogées, les Juifs avaient trop de pouvoir dans la finance et les médias, ainsi que dans la politique. Comment expliquez-vous que de tels clichés subsistent encore aujourd'hui ? Ils subsistent parce qu'on est dans une époque qui est plus prompte que jamais aux amalgames, aux raccourcis et aux fantasmes. C'est ce qu'on appelle vulgairement le complotisme. La première ressource intellectuelle du complotisme, la plus ancienne, la plus vulgarisée, c'est le fantasme qui s'attaque à prêter aux Juifs un pouvoir surnaturel ou extraordinaire, à être surreprésenté dans des domaines clés, à s'entendre au détriment d'autres, etc. Et donc, le cliché que vous me citez à travers ce sondage est le plus ancien cliché antisémite que l'on retrouve après sous des différentes formes ou expressions politiques, souvent peu amicales à l'endroit
des Juifs. Oui. Alors, si je continue avec les sondages tout à fait abondants dans ce domaine, plus d'un tiers des Français affirmaient récemment ne pas savoir véritablement ce que représentait l'antisionisme. Et alors, autour de cette question, on apparaît une autre. Comment pouvez-vous faire comprendre à ceux qui nous écoutent qu'il est possible de critiquer la politique du gouvernement israélien sans être accusé de manière systématique d'antisémitisme? Alors, c'est une question très piégeuse et très piégée. Il faut l'entendre de trois manières pour faire simple. Le sionisme, c'est un mouvement idéologique qui consiste à dire il y a, c'est très contesté, mais c'était ça l'expression originale au XIXe siècle, il y a un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Nous savons aujourd'hui que ce peuple-là n'était pas totalement sans terre parce que les Juifs étaient disséminés dans beaucoup de pays à travers le monde et qu'il y avait différentes populations, notamment ceux que l'on appellera plus tard les Palestiniens, à cet endroit-là, mais qui ne s'appelaient pas encore les Palestiniens. Et il y a eu ce projet politique, etc. C'est le sionisme. Il est formulé à la fin du XIXe siècle. Le sionisme accouche d'un État, qui est l'État d'Israël, qui est créé en 1948. Après, il y a toujours eu, et parmi les Juifs et parmi d'autres, des gens qui sont radicalement opposés à ce projet politique, qui est de donner un État aux Juifs sur cet endroit-là. Et c'est une position antisioniste, qui était à la base une position intellectuelle qui était issue de la communauté juive. En disant non, on préfère l'intégration dans les sociétés, on va dire occidentales, à un projet propre au Moyen-Orient. Bon, mais c'est un débat au sein des communautés juives. Depuis, ce débat est, me semble-t-il, largement dépassé parce que l'État d'Israël est une réalité politique. La politique de cet État, elle est contestée tous les jours et tous les matins, en premier lieu par sa population, puisque quoi qu'on dise ou qu'on pense de l'État d'Israël, le système démocratique, politique, il fonctionne à peu près bien, il y a des élections très régulières, même c'est une démocratie qui connaît le plus d'élections ou d'échéances électorales, jusqu'à 3 ou 4 dans une même mandature. Bon. Donc, la critique, elle se fait, elle s'opère dans les médias très facilement, parmi la population israélienne, etc. Donc, il y a la possibilité de critiquer l'État, la politique de l'État d'Israël. Il y a même au Parlement israélien, à la Knesset, vous avez des députés communistes ou des députés arabes qui sont sur une ligne antisioniste. Bon, ouais. On a quand même ce système politique là-bas qui a cette originalité. Ouais. Là où les choses sont un petit peu différentes, c'est que vu qu'après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, l'antisémitisme, notamment dans nos pays, notamment en France, est devenu une abomination. Et que même les gens qui ont de forts ressentiments à l'endroit des Juifs n'osent plus l'exprimer en tant que tel. Donc souvent, on a vu une opinion radicale ou haineuse à l'endroit des Juifs ou de leur communauté ou de ce qui est leur symbole ou de leurs représentants en France. Des synagogues, des lieux de vie, des établissements juifs. Eh bien, souvent, on va s'attaquer à cela en disant, bah non, en fait, on n'est pas antisémite, on est antisioniste. Et c'est là où la confusion s'opère, parce que dès lors qu'on attaque des Juifs en France par une prétendue, ou réelle d'ailleurs, détestation de l'État d'Israël, on est bien dans l'antisémitisme. Et on a bien dû constater que la réalité tangible de l'antisémitisme, je parle des agressions, je parle des faits violents, la réalité tangible de l'antisémitisme en France s'opère le plus souvent et le plus généralement sous couvert de l'antisionisme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un antisionisme qui soit intellectuel, qui soit géopolitique et qui n'est pas antisémite, mais on va dire que on voit quand même que la plupart des manifestations antisémites sont sous couvert d'antisionisme. Voilà, c'est pour ça qu'il faut distinguer les mots et les concepts et leur application. Vous venez de le faire. Il est dévoyé à des fins, je pense, souvent pour attaquer notamment des Juifs en France. Voilà. Et moi là, je dis, on n'est plus dans la critique du gouvernement israélien. D'accord. On est dans l'antisémitisme. Et alors, dernière question sur ce sujet complexe. On voit aujourd'hui l'émergence d'un personnage
qui réhabilite Pétain, qui minimise la réalité de la participation du régime de Vichy aux déportations de Juifs, qui nie la réalité même des crimes commis le 17 octobre 1961 et qui contribue à la banalisation de l'antisémitisme d'extrême droite. Comment peut-on faire pour contrer ce genre de discours, Patrick Gluckman? Là, on est quand même au milieu d'un cauchemar parfait que même Philippe Roth ou Woody Allen, qui ont beaucoup écrit sous la forme parodique ou exagérée, n'auraient pas imaginé. On a un prétendu historien, parce que Éric Zemmour est un essayiste ou un pamphlétaire qui se prétend historien, d'origine juive, qui se dit juif, qui va même à la synagogue, et qui vient réécrire les épisodes les plus tragiques, les plus constatés de l'antisémitisme en France. Donc, c'est le seul homme public qui dise que, par exemple, on n'est pas sûr que Dreyfus était bien innocent. C'est ça. Personne ne dit ça, même à l'extrême droite. Éric Zemmour le dit. Qui vient effectivement revenir sur la responsabilité notoire du maréchal Pétain dans la politique du régime de Vichy de persécution et d'extermination des Juifs, en disant bah non, Pétain en fait il a protégé les Juifs français, ce qui est une abomination. Et puis récemment, il vient de dire également que le 17 octobre 1961, voilà. Bah finalement non. Non mais en fait, Éric Zemmour, il a une cohérence. Hein. Il est passionnément d'extrême droite, donc il reprend tous les épisodes qui sont des épisodes tragiques, qui sont des épisodes affreux de notre histoire, qui ont été marqués par l'extrême droite. Donc en l'occurrence, le 17 octobre 61, c'est pas de l'extrême droite au pouvoir, c'est le préfet Papon qui s'était illustré sous Vichy, qui va jeter des opposants algériens qui manifestent dans la Seine. Et c'est quand même un crime de masse, un massacre qui n'a jamais été jugé. Et encore une fois, Éric Zemmour vient nous dire, bah non, en fait, c'est même pas ce qu'il raconte, mais c'est toujours la même histoire. Ce qui est grave ne l'est plus. Ce qui est épouvantable a des raisons d'être. Et en fait, il réécrit tout simplement une histoire d'une manière anti-républicaine. Donc, Éric Zemmour, quelle que soit son origine d'ailleurs, mais ça fait des effets désastreux parce que ça crédibilise son propos, et je suis bien obligé de le constater. Mais quelle que soit son origine, c'est un homme d'extrême droite qui réécrit l'histoire de France à la manière de l'extrême droite, alors que l'extrême droite française était dans une époque de dédiabolisation. Lui, il rediabolise à l'extrême. On dit mais non, tout ça c'était bien pire, c'était bien comme on vous l'a expliqué, mais sauf qu'on avait bien raison de le faire comme ça. C'est une réécriture, tout simplement, par l'extrême droite de l'histoire républicaine. Merci Patrick Gluckman. C'était les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.